Bonjour à tous. Je me présente, Nadia Orubello, directrice Relations avec les membres et partenariats Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Merci d'être avec nous ce matin pour ce webinaire d'experts intitulé « La mobilité internationale, une nécessité pour demeurer compétitif », présenté par notre partenaire BDO Canada. Le webinaire d'aujourd'hui sera dédié à la mobilité internationale et la gestion des talents. Nous vous invitons à poser vos questions dans l'onglet Q&A tout au long du webinaire, puisqu'une période de questions suivra la présentation. Sans plus tarder, je vous présente nos panélistes. Madame Anna Djampa, vice-présidente stratégie service conseil en gestion BDO Canada. Bon matin. Madame Brigitte Rémillard, directrice principale fiscalité américaine BDO Canada. Bon matin, Brigitte. Et à l'animation, M. David Jarry, associé BDO Canada. C'est à vous, M. Jarry. Bonjour. Bonjour tout le monde. Juste un instant, je vais... Est-ce que tout le monde voit bien la présentation? Bonjour, bienvenue. Merci de prendre le temps. Merci de prendre le temps ce matin de venir parler d'un sujet qui nous passionne tous, c'est-à-dire la gestion des talents, la mobilité et la mobilité internationale plus particulièrement. Je me présente, je m'appelle David Jarry, je suis associé en fiscalité internationale. C'est moi le chef de la fiscalité pour BDO pour tout le Québec. Je fais partie du comité exécutif également au Québec. J'ai avec moi mes collègues Anna Djampa qui vont se présenter. Alors, je présente Anna Djampa. Bonjour à tous. Anna Djampa, vice-présidente de service conseil en gestion spécialisée en stratégie, service conseil en stratégie. Bonjour. Et Madame Brigitte Rémillard. Ton son ne fonctionne pas, Brigitte. On va poursuivre. Brigitte, en fait, Brigitte Rémillard est directrice principale et spécialisée en fiscalité des particuliers et en fiscalité américaine. Le processus, en fait, voici l'agenda de la présentation. On va parler rapidement de qui on est. Après ça, de BDO ici, de BDO à l'étranger. Et après ça, on tombe dans le vif du sujet qui est le télétravail, le télétravail local, ici à travers le Canada, télétravail à l'étranger. On va parler des considérations du côté employeur, après ça du côté employé, les avantages, les inconvénients du télétravail et les considérations stratégiques. Et après ça, on ouvrira une période de questions. Alors, BDO, pour ceux qui sont moins familiers avec BDO, BDO à travers le Canada, c'est plus de 4000 professionnels hautement qualifiés dans 125 bureaux, 473 associés. On est partout au Canada. On couvre le marché intermédiaire, c'est-à-dire tout ce qui est le marché d'entrepreneurs, le mid-market qu'on appelle. Et à travers le monde, on est la 5e plus grande firme au monde. On est dans 167 pays, plus de 90 000 personnes et des revenus de plus de 10 milliards de dollars. Pourquoi je vous fais un survol de ça? Parce que c'est primordial dans un contexte de mobilité, d'avoir le support à travers un réseau qui est fort et qui se connaît et qui est capable d'attaquer ces problématiques-là, parce que chaque cas est assez unique. Donc, quand un employé décide de partir et de travailler à l'étranger, il y a des conséquences très, très spécifiques selon les pays. Donc, de pouvoir se rabattre sur un réseau aussi fort que le nôtre, c'est vraiment un avantage. Le télétravail local ou le télétravail à l'étranger, c'est une nouvelle réalité.
la démographie canadienne et la démographie à travers le monde, ce n'est pas une surprise pour personne. On entend dans les nouvelles tous les jours des gens qui veulent soit travailler de la maison à temps plein, soit travailler à l'étranger, soit retourner revoir leur famille. Il peut y avoir vraiment plusieurs raisons. Et c'est pas quelque chose de nouveau. On lit tout le temps, mais dans la presse ce week-end, il y avait encore un autre exemple dans le vieil enfant qui discutait d'un employé qui décidait de prendre sa retraite parce que son employeur l'obligeait à revenir au travail et lui, pour lui, ce n'était pas une option. Donc, c'est pas quelque chose qu'on voyait avant qui était peut-être plus anodin ou c'était plus marginal comme approche, mais des conséquences. La pandémie a accéléré un petit peu la chose et maintenant, on se rend compte que c'est vraiment la norme. Anna, est-ce que tu peux élaborer un peu sur ce que tu vois, ce que tu as observé? C'est sûr, c'est juste vraiment de faire la distinction entre les deux. Le télétravail local, tout le monde connaît ça depuis longtemps, mais le télétravail à l'étranger vraiment est né vraiment d'une conséquence involontaire de la pandémie, comme tout le monde le sait déjà. Donc, c'est sûr que ça devient de plus en plus intéressant, de plus en plus un moyen de devenir compétitif sur le marché des employés. Donc, je pense que tu as très bien résumé la situation. C'est sûr que les distinctions importantes à faire, les différences entre les deux, le télétravail à l'étranger, vraiment, il y a une distance des événements locaux qui peut mettre une pression sur l'entreprise, un impact aussi sur le reste du personnel, donc les employés qui ne seront pas à l'étranger. Il y aura peut-être moins d'engagement dans le groupe. Et l'affinité aussi avec l'employeur est potentiellement réduite aussi. Donc, il faut prendre tout ça en considération quand on considère l'option d'offrir le télétravail comme un modèle de travail. Et est-ce que tu peux nous discuter aussi, Anna, des tendances qu'on voit, qu'on observe chez nos clients? Là? Et je pense que tu as fait un survol déjà, David, mais comme tu viens de dire, on sait très bien que depuis la pandémie, le monde a changé. Donc, les personnes cherchent vraiment potentiellement à profiter plus du travail à l'étranger pour une raison quelconque, pour des raisons personnelles, pour quoi que ce soit. Donc, les tendances qu'on voit maintenant, c'est vraiment les gens qui réévaluent ce qu'ils font dans la vie, ce qui est important pour eux dans leur vie. Et donc, on ne voit très peu de volonté de retourner au bureau 5 jours semaine. Les talents recherchent plus d'équilibre dans leur vie personnelle, c'est sûr. De plus, comme tu viens de dire, on voit que les clients ont de la difficulté à trouver des talents. Donc, on voit que les entreprises sont en train de revoir la politique RH, devenir plus flexibles dans leur modalité de travail, tant au niveau local qu'à l'étranger. Les entreprises aussi se trouvent de devoir chercher dans des lieux atypiques, donc aller au-delà des frontières pour trouver leurs ressources. Donc, nous constatons également qu'il y a une augmentation du travail à l'étranger, qui veut dire qu'il y a vraiment des opportunités pour les entreprises de se tourner vers d'autres pays aussi. Donc, ce qu'on voit, c'est vraiment le besoin de combler ou utiliser cette approche, cette stratégie pour combler le manque de compétences que peut-être on a au Canada, de retenir les meilleurs employés, puis on en parlera de ça un peu plus tard aussi. Donc, ceux qui veulent rester dans l'entreprise, mais qui désirent avoir plus de flexibilité, ça vaut la peine d'essayer de les garder. Puis on parlera des raisons pour ça plus tard. Et aussi d'attirer les meilleurs talents. Donc, il y a beaucoup de concurrence est forte. Et donc, pour des rôles clés dans l'entreprise, ce qu'on voit, c'est qu'on voit plus de flexibilité pour retenir et attirer les nouveaux talents. Oui, puis je pense que tu l'as bien dit, Anna, on dit que c'est une nouvelle réalité. Là, on n'aime pas tellement ce terme-là. Mais c'est rendu une obligation, en fait, là, presque pour tout le monde d'accepter donc cette nouvelle réalité, parce qu'avant, on pouvait toujours
se déplacer vers des raisons plus... que c'était pas efficace pour le travail. On recevait peut-être plusieurs CV pour un même emploi, donc il y avait une compétition. La pyramide démographique, mais c'est la même chose qu'on observe ici au Québec. C'est la même chose à travers le Canada. Aux États-Unis, on n'en parle même pas. La grande résignation, c'est quelque chose qui nous frappe tous à travers le monde. En fait, on observe ça vraiment partout. Et c'est quelque chose que les employés, les employés savent et les employeurs n'ont pas le choix de l'accepter. C'est plus quelque chose qui est sur la table comme une option. Il faut le faire, même pour des employés aussi. Il y a tellement de pénurie de main-d'œuvre que les employés peuvent se déplacer d'une industrie à une autre, d'un travail plus précis à quelque chose d'autre. Il y a des compétences qui peuvent être transférées, qu'on voyait peut-être moins avant, mais qui maintenant se font. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on voit partout. Absolument nécessaire. C'est plus une option. Oui, effectivement. Puis on voit aussi les entreprises qui ont adopté le télétravail. On a mis une toute petite liste d'entreprises. On parle plus juste. Avant, c'était quelque chose qui était plus spécialisé, qu'on disait, les nouvelles startups qui faisaient ça. Là, quand on voit Microsoft, Shopify, Spotify, Airbnb, Facebook, Amazon, Dropbox, pour les emplois pour lesquels il peut y avoir du télétravail. Certaines entreprises ont même dit c'est temps complet, on n'aura plus de bureau, ça va être phase de travail collaboratif. C'est juste pour renforcer le point que à partir du moment où les plus grosses entreprises au monde emboîtent le pas, il n'y a plus... il ne devrait pas y avoir trop de retour derrière. Et ce qui amène plusieurs, en fait, complexités, parce qu'on a, comme on l'a dit, on a du travail de la maison. Donc, quand on reste près de chez soi, près du bureau, dans le même pays, dans la même province, mais on peut se déplacer à travers le Canada, on peut se déplacer à travers les États-Unis, à travers le monde, en fait, et c'est là que ça apporte des problématiques. Donc, on peut aller et ça devient de légèrement complexe à extrêmement complexe assez rapidement, tout dépendamment de la situation de chacun. On va parler maintenant des considérations pour l'employeur. Il y a vraiment plusieurs points importants à passer. Brigitte, si tu pouvais nous discuter un peu de la fiscalité, là, un des premiers points les plus importants pour l'employeur à considérer, c'est la fiscalité de son employé. Effectivement, il est important en premier lieu de déterminer dans quel pays l'employé va être résident fiscal. Donc, c'est la base de l'imposition normalement pour un employé qui est résident d'un pays, normalement va être imposé sur ses revenus mondiaux, tandis que si l'employé est non résident, il va être imposé sur certaines sources de revenus comme le salaire et sur certains revenus plutôt passifs peut être sujet à des retenues de non-résidents. Oui, donc, je pense que tu apportes un bon point. Je pense que ce serait peut-être bon de discuter entre la résidence fiscale et la nationalité. Là. La résidence fiscale, c'est quelque chose qui est propre à chacun des pays. La plupart des pays se basent sur les règles de CDE, mais chacun des pays a quand même une différence. Normalement, ce qu'on voit, le
threshold, là, désolé pour mon anglicisme. C'est après une période de 6 mois là, que vraiment on peut voir, mais il y a toute une liste de critères qui doit être respectée, qui doit être regardée. C'est pour ça que lorsqu'on dit que c'est vraiment du cas par cas, bien, ça va dépendre de la situation familiale, du temps passé dans le pays, de la situation familiale, du lieu de résidence, des habitudes de vie. Est-ce que c'est fait? Est-ce que l'employé se déplace pour toujours, pour une période donnée? Est-ce que c'est un travailleur nomade qui se déplace de pays ou de région en région? C'est vraiment du cas par cas et selon le pays. Donc, c'est très difficile pour un employeur là, de faire le suivi lorsqu'on a une grosse masse de gens qui se déplacent et qui veulent se déplacer un peu partout. Donc, ça devient très complexe. Et peut-être parler aussi, Brigitte, de tout ce qui est sécurité sociale pour l'employeur. Oui, effectivement. Dans certains pays, les coûts de sécurité sociale sont très importants, entre autres aux États-Unis, comparativement avec le Québec. Aux États-Unis, on peut, la limite pour un revenu de 147 000 US correspond à environ un peu plus de 11 000 US comparativement à 3 776 actuellement en 2022 pour un employé qui est au Québec. Donc, c'est significatif, c'est la part de l'employé, mais aussi la part de l'employeur. Les charges sociales en France sont assez importantes aussi. Donc, dans le but de diminuer les coûts et pouvoir, si un employé est détaché dans un autre pays pour une courte période temporairement, il ne pourra probablement pas bénéficier de prestations dans le futur. Donc, ces ententes-là sont un peu dans ce but-là. Donc, si l'employé est affecté temporairement par l'employeur dans un autre pays, l'employé peut continuer à contribuer au régime des rentes du Québec ou s'il est dans une autre province, de continuer sur le régime du Canada. Le Québec a, je pense, environ 39 ententes avec différents pays. Donc, normalement, ça couvre les charges sociales, mais aussi avec certains pays comme la Belgique, la Finlande, la France, ça couvre aussi l'assurance maladie. Donc, il faut vraiment vérifier avec chaque pays qu'est-ce que ça comprend exactement. Et ça, c'est une obligation de l'employeur aussi de regarder pour son employé. Oui, puis d'offrir, parce qu'il faut que la demande soit faite par l'entremise de l'employeur. Donc, ça vaut la peine dans plusieurs situations là, de se prévaloir de cette entente-là. Oui. Et vas-y, excuse-moi. Non, c'est bon. C'est bon. Il y a aussi ça, bon, pour la fiscalité pour l'employé. Il y a aussi tout ce qui est conformité obligatoire, donc toutes les dates butoirs. C'est pas nécessairement, nous, on a dans la tête, il faut faire nos impôts à la fin avril, le rapport d'impôt corporatif. Tout ça change de pays en pays. Donc, il faut suivre tout ça pour s'assurer qu'on ne soit pas en défaut et que l'employeur ne soit pas en défaut non plus. Effectivement. Par exemple, juste aux États-Unis, il y a plusieurs
délai pour la corporation au niveau fédéral, mais aussi dans les États. L'entreprise peut être amenée à produire dans plusieurs États si elle fait des affaires suffisantes dans chaque État. Donc, elle peut avoir à produire dans 15, 20 États différemment, puis les délais peuvent être différents. Puis, je pourrais ajouter aussi que les pénalités aux États-Unis, entre autres, sont très significatives. On peut parler, même pour des individus, de pénalités juste pour un formulaire d'information de 10 000 US par formulaire. J'ai des clients qui se sont vus cotiser pour 4 formulaires différents dans une année, 40 000 US. J'en ai un autre il y a 3 ans qui a reçu une pénalité de 250 000 pour un formulaire qui avait été produit en retard. On a réussi à faire annuler les pénalités, heureusement, là, mais c'est jamais, c'est très stressant pour les clients quand ils reçoivent ces pénalités-là. Oui, complètement. Effectivement, on parle de ça, c'est pour un employé, mais dès qu'il commence à en avoir plusieurs, ça peut augmenter et avoir un impact très, très, très significatif. Il y a un autre point aussi qui est important à considérer pour l'employeur, c'est la fiscalité corporative. Comme Brigitte mentionnait, c'est vrai aux États-Unis, mais c'est vrai ailleurs. La présence d'un employé pourrait créer un établissement stable. Et si ça crée un établissement stable, qu'est-ce que cela veut dire? Dans la plupart des pays, c'est que ça donne le droit au pays en question d'avoir un droit d'imposition et d'avoir donc une attribution des profits potentiels qui pourraient être placés là. Et là, s'ensuit toute une analyse ou au moins une défense, en fait, là, quel est les bons taux de profit qui devraient se retrouver dans ce pays-là, tout dépendamment de qui est déplacé. Donc, ça va varier beaucoup de est-ce que c'est un stagiaire qui a 1 an d'expérience ou est-ce que c'est un exécutif qui part? Est-ce que c'est du middle management? Quel genre de décisions ils peuvent prendre? Est-ce qu'il y a un impact sur l'entreprise? Donc, tout ça, c'est des questions vraiment très, très importantes. Avant, comme on disait, c'était plus des gens nomades ou c'était plus marginal ce qui se passait. Maintenant, je ne pense plus que on entend ça à tous les niveaux. Du président d'entreprise, d'associés de firmes, d'avocats, de firmes comptables qui veulent se déplacer, qui veulent bouger, qui veulent profiter, qui veulent rattraper les 2 dernières années qui leur ont été un peu volées et veulent se déplacer. Donc, à partir du moment où on déplace des gens qui ont des responsabilités importantes, c'est là que le risque d'avoir un établissement stable augmente. Et il faut faire très attention. Aussi, on a parlé des États-Unis, on parle d'Europe. Le Canada a un très large network de conventions fiscales à travers les pays, mais il peut y avoir des pays dans lesquels les gens décident d'aller travailler ou d'aller passer du temps où il n'y a pas de convention fiscale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça veut dire que là, on s'ouvre à une potentielle double imposition pour l'employeur. Donc, on en a parlé de l'obligation fiscale pour l'entreprise et pour l'employeur. Ça peut créer quelque chose. Il y a les crédits fiscaux étrangers aussi pour avoir le droit à ces crédits-là qu'il faut considérer. Si l'entreprise est une multinationale et que vous avez des bureaux un petit peu partout dans le pays où l'employé se déplace, quelle entité prendra en charge le salaire? Est-ce qu'il sera rechargé? Il faut toujours regarder toutes les options et ça peut facilement devenir assez complexe et ce n'est pas quelque chose qu'on peut balayer du revers de la main parce que ça va revenir vous hanter un jour ou l'autre, c'est à peu près certain.
Il y a d'autres considérations aussi qui sont non fiscales. L'exigence réglementaire. Est-ce que vos employés ont le droit d'aller exercer le travail que vous faites? Donc, ça, c'est dépendamment de l'entreprise, ce que vous faites, le type de client. Est-ce que vous avez des entreprises, est-ce que vous avez des clients qui sont qui ne seraient pas contents ou qui ne veulent absolument pas que vous ayez travaillé, que certains de vos employés aient travaillé à l'étranger ou dans certains pays ou dans certaines régions? L'immigration, est-ce que l'employé peut immigrer? Chaque pays, encore évidemment, chaque juridiction a ses propres règles d'immigration. Au Québec, quelque chose qui nous touche beaucoup, c'est qu'on est un endroit où les gens sont plus conjoints de fait que mariés. Donc, déjà là, ça c'est un impact qui fait déjà une différence pour l'avoir vécu moi-même lorsque j'ai quitté pour la Belgique. C'est quelque chose qu'on ne pense pas nécessairement, mais est-ce qu'on va pouvoir y aller? Est-ce qu'on peut immigrer? Est-ce qu'on peut amener sa famille? Est-ce que nos enfants pourront y aller pour ceux qui ont des enfants? Donc, c'est pas quelque chose d'anodin. Donc, il faut vraiment s'entourer d'une équipe qui regarde ça. Les contrats aussi, les implications légales, le contrat d'emploi. Est-ce qu'il y a un jour de congé minimum? Ce n'est pas les mêmes règles aux États-Unis qu'en Europe. Si on prend France, États-Unis, il y a beaucoup de différences. Est-ce qu'il y a un minimum de jours de congé? Fin d'emploi, comment on arrête ça? Les assurances, est-ce que votre couverture actuelle couvre ce genre de déplacement? Tout ce qui est sécurité informatique, cybersécurité, extrêmement important. Certains pays sont... est-ce qu'on est en sécurité quelque part? C'est à débattre, mais votre système de sécurité informatique doit être revu et voir si de travailler d'un travailleur nomade ou dans un pays en quelconque, ça peut fonctionner avec votre système ou s'il y a des changements à faire parce que c'est quelque chose qui est assez important aussi. Puis aussi sur les données qui sont partagées ou qui sont utilisées par l'employé qui va être à l'étranger. Qu'est-ce qui est gestion du travail, gestion hiérarchique, comment on fait le suivi, est-ce que les indicateurs de performance, est-ce qu'on change ça? On en discutera plus tard. Donc ça, c'est aussi d'autres considérations très importantes qu'il faut que l'employeur mette de l'avant. Le suivi des employés, ça revient un peu à la fiscalité. Pour l'employeur et pour les employés, il faut trouver un système de tracking parce qu'il faut être capable de dire combien de jours, combien de mois, combien de temps les gens sont placés dans chacun des pays, où les employés, pour certaines entreprises, où leurs employés se trouvent. C'est assez important. Vient avec ça aussi les protections de données, et aussi la protection de la vie privée, là, qui n'est pas quelque chose à partir du moment où on dit qu'il faut suivre les employés, qu'il faut les tracker, personne n'aime ça entendre ça, donc il faut gérer ça aussi, que ça ne devienne pas du harcèlement ou qu'il y a un nombre très limité de gens qui peuvent avoir à ce genre de données et que ça ne devienne pas un effet pervers où certains gens du management ou du middle management qui se mettent à épier la vie privée de chacun et finalement, ça a l'effet tout à fait contraire sur la productivité. Juste un petit commentaire, oui, David, vas-y. Concernant, tu parlais de tracker où est-ce que l'employé travaille. Oui. Je dirais que c'est très important parce que ça va déterminer à quel endroit les revenus sont imposés. Dans le fond, si l'employé travaille physiquement 40% de son temps au Canada puis 60% à l'étranger, il va devoir reporter, s'il est non résident du Canada, il va devoir reporter quand même 40% de son salaire au Canada puis
si résident fiscal d'un autre pays, ben 100% de son salaire. Et ce qui amène aussi ce que l'employeur va peut-être être obligé de faire des retenues à la source dans les deux pays. Et à ce moment-là, il y a un système de paie fictive communément appelé shadow payroll qui peut être mis en place justement pour s'assurer que l'employeur va remettre va s'occuper des retenues dans les deux pays. Normalement, quand on utilise un shadow payroll, l'employé demeure, sa paye est produite par le pays d'origine et l'employeur s'occupe de remettre les retenues à la source dans le pays où l'employé est affecté. Donc, aussi, ça peut être une paie fractionnée. Donc, si l'employé veut conserver certains avantages, bénéfices dans le pays d'origine, donc il va peut-être conserver une partie de son salaire, va être fractionné avec le pays d'origine puis le pays où l'employé est affecté. Ça peut être des situations aussi qu'il travaille 50-50%. Donc, pour être sûr que les revenus à la source sont faits puis qu'il n'y a pas des problèmes de cash flow en fin d'année. Donc, souvent, on utilise une paie fractionnée, puis on va s'assurer, selon le pourcentage que l'employé estime qu'il va travailler dans un pays, ils vont faire les retenues juste pour le pourcentage si l'employé est non résident de ce pays-là. Oui, effectivement, c'est un super bon point. C'est un bon lien aussi là, pour parler des considérations pour l'employé. Certaines sont similaires, comme évidemment l'impôt sur le revenu de l'emploi, donc tout ce que Brigitte a discuté là, sur la résidence fiscale, dans quel pays, est-ce que je me promène, est-ce que je vais me déplacer, le nombre de temps que je vais faire, est-ce que c'est pour toujours, est-ce que c'est temporaire, et tout ça va dépendre de chacun et va être un cas différent. Donc, la même chose aussi pour les retenues à la source, puis les conformités obligatoires, donc la date de rapport d'impôt, les obligations légales qu'il faut faire. Donc, mais souvent, certains employés pensent plus, ou certains employés, certains employeurs, les présidents de compagnie, tout le monde, on pense plus au revenu d'emploi dans l'année qui va arriver. Mais quand on se déplace, il faut faire attention aussi à plein de choses. Là. Donc, l'impôt sur le patrimoine peut avoir des impacts significatifs. Donc, c'est pour ça qu'un employé qui va se déplacer en début de carrière versus quelqu'un qui est à quelques années de la retraite, on parle de deux choses complètement différentes. On parle d'un employé qui va se déplacer qui a un petit patrimoine, versus un employé quelqu'un qui a un patrimoine important. Faut vraiment faire attention à ça, là, à savoir est-ce qu'on brise la résidence fiscale, est-ce qu'on sort tout du Canada, donc ce qui veut dire qu'il faut être imposé à la juste valeur marchande. Aussi, si on est plus près de la retraite, on a des revenus différents. Donc, chaque pays impose de façon différente sur les placements, les intérêts, les dividendes, gains capital. Certains pays imposent sur la fortune, comme on a vu en France. Donc, pour les gens fortunés, il peut y avoir un impôt minimum prélevé sur la fortune et ça peut avoir un impact majeur. Puis la même chose aussi pour tout ce qui est sécurité sociale. Plus on avance dans le temps, plus on se rapproche de la retraite. Il faut vraiment prendre cas par cas de dire, bon, OK, voici votre situation actuelle. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, pour l'individu? Oui, pour l'employeur, mais après pour l'individu, de dire, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je quitte? Est-ce que je pars pour longtemps? Est-ce que je brise ma résidence fiscale? Est-ce que je la garde? Est-ce que je m'assure d'avoir tous les papiers en ordre pour être capable de faire ça? L'imposition du plan de pension, comme tu discutais, Brigitte, qui est
extrêmement important aussi, là, qu'il faut faire attention. Planification successorale pour l'employé, pour les individus. Est-ce qu'il va en voir aussi, si quelqu'un décide de se déplacer pour 2 ans, 3 ans, 5 ans, briser sa résidence fiscale et à travers cette période-là, reçoit une succession, c'est pas la même chose. Il y a des retenues qui peuvent être, somme toute, imposantes sur donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir une planification successorale complète. Et là, c'est vraiment plus l'employé. Évidemment, l'employeur n'a pas à savoir toute la vie et tous les détails de son employé, mais pour les employés, du moins de leur dire, de leur expliquer toutes les conséquences que ça peut avoir, c'est extrêmement important. Pour les autres considérations qui sont moins non fiscales, ben, c'est un peu les mêmes choses là, sur l'exigence réglementaire. Est-ce que j'ai le droit d'aller travailler là? Est-ce que j'ai le droit d'exercer ce travail-là dans le pays où je veux aller? L'immigration, assurance, cybersécurité, gestion du travail. Des exemples de cas de clients, peut-être en passer un ou deux. Là, il y en a plusieurs, on pourrait passer la journée là, par intérêt du temps qui défile. Peut-être en prendre un ou deux, Brigitte, de nous donner un exemple. Oui, mais je peux parler peut-être des cas de Canada-États-Unis oui, parce que je pense que c'est très fréquent, puis ça peut occasionner des problèmes. Ben, souvent, ça peut être un actionnaire qui est transféré aux États-Unis ou qui décide simplement de s'établir aux États-Unis puis de diriger son entreprise à partir des États-Unis. Donc, si cette personne-là devient résident américain et puis qu'il contrôle, par exemple, une corporation canadienne, ben, il y a des conséquences fiscales canadiennes, mais aussi aux États-Unis. Il faut savoir que ben, des régimes anti-évitement qui ont été mis en place fin 2017, qui fait en sorte que la personne va être imposée sur les revenus nets de la corporation, même si aucun dividende est payé. Donc, si l'entreprise canadienne fait 1 million de profit et que la personne, le résident américain, possède 100% des actions, elle va être imposée sur 1 million de revenus aux États-Unis. Et quand il va recevoir un dividende, ben, il va être imposé au Canada sur à titre de non-résident, il peut être imposé sur une retenue de non-résident. Oui. Mais je pense que c'est un super bon exemple. Sur tous les exemples qui sont notés ici, c'est souvent ça. Là. On ne parle pas de petits impacts. Là. Il peut y avoir des impacts extrêmement significatifs. On est habitué de payer une large proportion d'impôts, mais quand ton taux effectif d'impôt passe de 40-50% à 75%, c'est plus la même décision. Là. Puis, ça peut avoir des conséquences vraiment désastreuses. Là. Mais dans ce cas-là, c'est ça. Oui. Dans un exemple comme ça, il y aurait double imposition parce que le revenu n'est pas gagné dans la même année dans chacun des pays. Donc, on ne peut pas utiliser un système de crédit pour impôt étranger. Donc, il faut faire de la planification en plus. Puis, si jamais il y avait des réorganisations dans l'entreprise ou quoi que ce soit, ça l'affecte les États-Unis. Donc, c'est très important pour un résident américain de consulter s'il est actionnaire d'une corporation canadienne. Oui. On pourrait passer des heures sur cette scène à raconter des histoires qu'il y a, là, mais là, par intérêt du temps, je vois le temps qui file. Puis je vois aussi les questions
Q&A là, qui parle vraiment de stratégie. Je pense que, Anna, ce serait vraiment important qu'on discute de tout ce qui est les autres considérations là, sur la stratégie d'entreprise, ressources humaines, l'engagement des employés, vraiment d'un point de vue stratégique. Là, Oui, on pourrait peut-être passer à la prochaine. Ça, c'est juste un survol. Sur les avantages. Je ne sais pas, peut-être les avantages, selon moi. On peut vas-y, terminer allons-y avec les ça avant avantages les et les questions. inconvénients. Puis, vas-y. Parfait. Donc, du côté, c'est sûr que je ne touche pas du tout du côté fiscal comme vous l'avez fait. C'est vraiment côté stratégique. Les avantages clés qu'on voit vraiment, c'est d'avoir, ça donne l'opportunité d'avoir un meilleur positionnement d'entreprise pour attirer des nouveaux talents. On en a parlé. Avoir un accès aussi à un bassin de talents plus large à travers le monde, c'est sûr. Très important, avoir une agilité commerciale plus grande. Donc, un changement de paysage peut entraîner vraiment une augmentation de productivité, de collaboration et réduire les niveaux de stress à condition que les personnes restent en communication, c'est sûr. Puis, on voit aussi qu'un avantage, c'est vraiment une augmentation dans la créativité des employés et de l'entreprise en général. Surtout, on voit aussi une amélioration potentielle au niveau de la santé mentale. Donc, donner vraiment aux employés la liberté de travailler où ils veulent peut être un atout majeur pour la santé mentale des employés. Et finalement, une plus grande responsabilisation des employés, comme on en a parlé. Le travail à distance exige vraiment une plus grande dose de responsabilité de la part des employés. Et donc, si vous avez un travailleur qui est suffisamment responsable pour continuer à travailler tout en prenant du temps libre dans un endroit exotique ou dans son jardin d'ailleurs, vous avez une personne formidable. Et donc, c'est vraiment important d'essayer de garder cette personne-là. Je peux terminer là-dessus, dans l'aspect positif. Ça, c'était les aspects positifs. Maintenant, si on parle d'inconvénients, c'est quoi les questions que les employeurs doivent se poser, de dire, bon, il faut que je fasse attention à quoi, là? C'est sûr que je pense que j'ai vu la question aussi dans le chat. Donc, on en a déjà parlé aussi du côté employeur. Le suivi des employés, c'est important. L'inconvénient du point de vue des ressources humaines, la responsabilité surtout avec une main-d'œuvre dispersée, ça devient lourd quand même pour l'employeur de faire ce suivi. Mais du côté employé, les inconvénients, c'est vraiment, il peut y avoir des difficultés à s'installer dans un autre pays, rencontrer des problèmes de confort, d'accès à l'eau chaude, d'accès au Wi-Fi, des choses comme ça vraiment qui sont très simples ici, mais qui peuvent causer des problèmes et surtout que les employés se sentent qu'ils n'ont pas tout ce qu'ils ont besoin pour effectuer leur travail et bien le faire. Donc, c'est vraiment un avantage, mais c'est vraiment la conformité et la productivité qui sont essentielles pour que ça soit une stratégie gagnante pour l'entreprise. Oui, puis c'est ce qu'on voit, aussi, le phénomène de workation, où les gens, au lieu de prendre une semaine, 2 semaines, 3 semaines de vacances, étirent ça maintenant à 2 mois et en travaillant ici et là. Donc, juste pour gérer le travail. Pour certains, ça se fait très bien. Pour certains types de travail, ça se fait super bien. Pour d'autres, c'est plus compliqué. Il faut voir aussi les désavantages. Ça peut avoir aussi sur les autres qui restent et qui ne peuvent pas se déplacer. On parle de suivre les gens à la trace. Il peut y avoir des inconvénients là-dessus. On peut voir facilement le côté pervers de certains employés ou employeurs qui feraient le suivi. Ça part d'une bonne intention, de capable de gérer la capacité, mais finalement, ça devient à regarder les heures, combien de temps il s'est vraiment connecté, combien de clics ils ont fait. Je regarde son Facebook et son Instagram et je vois une photo alors qu'il me dit que... Et donc, on peut imaginer le genre de problème de ressources humaines qu'on peut avoir. C'est vraiment, moi, je dirais que c'est vraiment, il faut que ça soit basé sur la confiance et les gens, on est rendu là, le système est rendu là. Il faut avoir confiance et pourvu que le travail se fait, mais il ne devrait pas avoir d'impact. Les considérations stratégiques, qu'est-ce que... Mais c'est surtout vraiment... Je pense qu'on en a déjà parlé vraiment de voir si la stratégie ou le modèle d'affaires s'aligne vraiment avec la stratégie globale de l'entreprise. Est-ce qu'elle sera acceptée ou appréciée par les employés? Est-ce que c'est quelque chose que les employés veulent?
on a vu que oui, mais à quel niveau? Quels sont les impacts? On a parlé les positifs, négatifs d'offrir cette option. Que font les concurrents? On en a parlé déjà, mais est-ce que c'est quelque chose que dans notre industrie, dans notre marché, il devient de plus en plus important? Et aussi de voir ça comme une opportunité. Donc, c'est vraiment une opportunité d'essayer d'attirer du monde. On voit plus de hiring for fit versus hiring for skill. Puis, on veut s'assurer que les employés se joignent à nous pour les bonnes raisons, pas juste seulement parce qu'on offre cette option. Donc, c'est vraiment une opportunité d'appliquer une vue stratégique à l'ensemble de la stratégie d'entreprise pour garder, comme on dit, the high potential talent qu'on a dans l'entreprise. Oui, effectivement. Et comme pour le point de vue réglementaire, fiscal, les considérations stratégiques, c'est encore une fois, c'est du cas par cas. Ça va dépendre de l'industrie, du type d'entreprise, du type d'employé, quel genre de talent qu'on recherche, le genre de tâches qu'on va leur donner, est-ce que les tâches vont évoluer. Mais tu sais, il faut vraiment le faire et c'est du cas par cas et de revoir les politiques aussi de ressources humaines, comment la hiérarchie, comment qu'on va fonctionner dans le futur. C'est pas une mince tâche. Plus la quantité, le nombre augmente, plus notre masse salariale est importante. Ce ne sera pas la même chose pour une petite PME de centaines d'employés versus plusieurs milliers. C'est deux choses qui sont quand même assez différentes. Pour terminer, ce qu'on vous a mis, c'est vraiment comme un genre de framework pour voir comment on peut implémenter un modèle de télétravail à l'étranger. La présentation va vous être donnée, donc vous allez avoir accès à ça, mais peut-être Anna, rapidement, s'il y a des points que tu voudrais discuter là-dedans. Je pense qu'on les a tous plus ou moins touchés, donc je pense que c'est correct de procéder aux questions s'il y en a. OK, parfait. Je vois qu'on a plusieurs questions. Où trouver la liste des... la première question, où trouver la liste des critères pour savoir quelles seront les obligations fiscales? Bon, on va vous circuler à la présentation. Ce n'est pas une liste complètement exhaustive. Et comme on vous disait, c'est vraiment du cas par cas. Donc, ça va dépendre de l'employé, du pays, de la situation de l'employé, de la situation de l'entreprise. Donc, c'est vraiment du cas par cas et il faut s'asseoir, regarder quels sont les critères selon le cas en question. Là. Donc, ça serait ça pour cette question-là. Comment ont-ils été identifiés par les autorités? Je ne suis pas sûr de comprendre cette question-là. J'imagine que ce que Mme Perrault voulait dire, c'est comment les autorités font pour savoir s'ils vont se faire prendre ou pas. Entre autres, je peux peut-être... j'ai eu plusieurs clients qui ils faisaient des livraisons aux États-Unis, entre autres, et la Pennsylvanie, l'État de la Pennsylvanie, New Jersey recevait l'information des douanes. Donc, il déclarait aux douanes qu'une livraison serait faite en Pennsylvanie, par exemple, ou New Jersey, puis ils obtiennent cette liste de clients-là, puis envoient des questionnaires à toutes ces entreprises-là. Puis souvent, 90% des entreprises sont obligées de produire suite à ces questionnaires-là. Dans un autre pays qu'on a eu, c'était que l'entreprise s'est enregistrée, il y avait 2 employés, s'est enregistré, puis là, c'est des questionnaires sur l'établissement stable, puis là, il faut que tu prouves que tu n'as pas d'établissement stable. Donc, c'est beaucoup d'interactions. Donc,
dès que tu poses une action ou tu peux être demandé, ou des fois, ça peut être le fait de louer un entrepôt dans un État et obtenir la liste de toutes les personnes qui ont loué des entrepôts à telle compagnie. Envoie des questionnaires. Donc, souvent, c'est comme ça qui... Puis, il y a plusieurs façons qui peuvent être identifiées, comme je te donné quelques exemples, là, mais essentiellement aussi quand l'employé fait son rapport d'impôt et est supposé de répondre aux questions de façon honnête et appropriée. Donc, s'il était à l'étranger, il faut qu'il le dise. Donc, ça aussi, c'est assez important. Prochaine question, c'est quels sont certains des inconvénients potentiels d'offrir la possibilité de travailler à l'étranger aux employés? Peut-être, Anna, tu peux y aller là-dessus, mais je dirais d'un point de vue administratif, c'est quand même pas une mince tâche. Il y a des coûts reliés à ça, il y a des coûts reliés pour l'employeur, pour l'employé. Et il faut vraiment évaluer cas par cas, est-ce que ça vaut la peine, est-ce qu'on veut. En pratique, c'est très beau tout ça, là, puis on veut le faire, puis je pense qu'on n'a pas le choix de le faire, il faut le mettre sur la table, sauf qu'en pratique, il faut le faire et il y aura un impact, il y a un impact financier qui dépend de l'employé, de la situation, mais qui est somme toute qu'il ne faut pas négliger. Oui. Oui. Absolument, je pense que c'est ça, côté administratif, côté coût, côté aussi, comme j'ai dit tantôt, aspect engagement des employés. Donc, comment ça va affecter? Est-ce que c'est positif? C'est négatif pour ceux-là qui ne peuvent pas le faire? Donc, c'est vraiment de voir comment gérer tout ça dans l'ensemble de la culture de l'entreprise, je dirais. Oui. Les questions bougent, donc je ne les vois plus. Quel est le but des ententes en matière de sécurité sociale? Bien, ça, j'ai un peu répondu à ça. Dans le fond, c'est pour, entre autres, pour réduire les coûts, pour conserver le régime québécois au lieu de payer des coûts dans l'autre pays plus élevés, puis qu'il n'y aura pas aucun bénéfice dans le futur. Donc, ça vaut la peine de valider si l'employé puis l'employeur se qualifie à l'entente de matière en sécurité sociale. Oui. Une question de M. Dumont. Est-ce qu'il y a des moyens de permettre une mobilité pour les employés, vacances, travail, sans impact fiscaux en limitant la durée dans l'année? Oui, c'est possible. Encore là, ça dépend des pays. C'est pour ça que quand on voit des politiques générales de très grosses compagnies, ce qu'ils vont dire, c'est de dire, bon, mais on limite à un certain nombre de pays, à un certain nombre de jours, et justement pour éviter qu'il y ait quelques problèmes que ce soit. Donc, pour faire des vacances-travail pendant quelques semaines, il y a moyen de faire ça. Là. Comme on disait plus tôt dans la présentation, 6 mois est souvent le bon niveau d'inquiétude. Plus on se rapproche de 6 mois, plus on se rapproche de problèmes potentiels. Mais encore là, c'est vraiment dépendant du pays dans lequel les gens veulent aller faire du vacances-travail. De point de vue stratégique, quelles sont les questions que nous devrions nous poser pour déterminer si le télétravail à l'étranger peut convenir à notre entreprise? Je pense qu'on avait déjà parlé de ça aussi, oui. Simplement encore de voir si ça s'aligne très bien avec la stratégie de l'entreprise, voir comment ça, tu as mentionné tout, aussi plutôt comment ça va affecter les clients, les fournisseurs, les relations qu'on a avec les autres intervenants dans notre entreprise. Donc, c'est vraiment ces questions-là qu'on doit se poser pour voir si c'est quelque chose que notre entreprise devrait considérer. Oui. Et une autre question, c'est si je vais travailler à l'étranger et demeure résident canadien, vais-je être doublement imposé?
En fait, je pourrais répondre à celle-là. Il y a la convention fiscale. Si, en vertu des lois domestiques, l'employé est imposé dans les 2 pays, il faut voir si on a une convention fiscale. La convention fiscale peut exempter l'imposition dans le pays affecté, principalement, entre autres, souvent les conventions prévoient que si le salaire est payé par la compagnie canadienne et que l'employé n'excède pas 183 jours de présence sur une période de 12 mois et non calendrier la plupart du temps, ou que le salaire n'est pas supporté par un établissement stable dans l'autre pays. Normalement, le salaire est non imposable dans l'autre pays. Il y a aussi le mécanisme de crédit pour impôt étranger. Donc, si toutefois le salaire est imposé dans l'autre pays et que la personne est résidente canadien, le Canada va accorder un crédit pour impôt étranger pour les impôts payés à l'étranger. Jusqu'à concurrence de l'impôt payable au Canada sur ce revenu-là. OK. Des exemples pour l'Europe. Des exemples pour l'Europe, il y en a plusieurs. L'erreur qu'on fait souvent, c'est de penser que l'Europe est un pays. L'Europe, c'est plus de 27 pays ramassés ensemble. Chaque pays est différent. C'est tout à fait différent si on a la nationalité, dans quel pays on devient résident. Ça va vraiment changer pour la fiscalité, pour avoir le droit de rentrer. Donc, les droits ne sont pas les mêmes pour les citoyens qui sont non-européens versus nous, qui est souvent le cas. Donc, oui, il peut y avoir plusieurs exemples qui peuvent être problématiques. Sortir du pays, est-ce que tu as le droit de rentrer, est-ce que tu as le droit d'aller travailler? Donc, il peut y avoir plein, là, mais bon, pour l'intérêt du temps, si vous avez des questions, Mme Perrault, il fera plaisir de vous répondre à tout ça. Je pense qu'on a fait le tour de réponses à toutes les questions. On a essayé de le faire un peu rapidement. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous entendre. C'est un sujet qu'on pourrait en discuter pendant des jours, des semaines. C'est très difficile à condenser. De donner des exemples concrets qui s'appliquent à tout le monde, c'est à peu près impossible. On a passé de passer en survol les points majeurs, mais il y en a plusieurs autres lorsqu'on va dans le détail, qui peuvent être très compliqués, là, mais on est habitué à gérer ce genre de questions-là du point de vue employeur, du point de vue employé. La clé pour que ça fonctionne bien, là, il faut que ça se fasse de façon très fluide et qu'il n'y ait pas d'impact majeur pour les employés, parce que ça devient quelque chose qui est une bonne intention au départ, devient finalement votre pire cauchemar pour l'employeur et pour l'employé, et ce n'est pas ça qu'on veut. Donc, c'est vraiment la préparation, comment revoir vos politiques d'entreprise, comment vos politiques RH, et ça, on peut vous aider à faire ça, là. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup, David, et merci beaucoup à nos panélistes, Anna et Brigitte. Et merci à vous tous d'avoir été des nôtres. Je remercie aussi notre partenaire BDO Canada, bien sûr. On se retrouve en présentiel demain, le 18 mai, au Marriott Château-Champlain pour le déjeuner-causerie à la une CN avec l'honorable Randy Boissonneau, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances du Canada. Merci encore une fois à tous et je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, à la prochaine.